Donc oui, la question qui était posée dans ce débat était comment continuer cette histoire. Déjà, effectivement, il a été soulevé des questions qui vont dans ce sens. Hein, et je crois que c'est aussi l'objet de tout l'ouvrage, l'histoire d'espérer qu'il n'achève pas. Si on espère quand on fait un travail qui l'achève, ce sera absolument terrifiant. Donc voilà la question de comment prolonger. Est-ce qu'il y a des prolongements qui peuvent tenir à des insuffisances ou à ce qui peut avoir stimulé le travail? Marc, tu veux commencer? Je veux bien, puis je pourrais dire que c'est tellement riche comme ouvrage que déjà Quentin de Lurmos a indiqué des pistes fort intéressantes de l'histoire intime, en fait, ce qui pourrait découler, ce qui pourrait être fait à l'avenir. Donc je crois qu'il y a un avenir, non seulement pour la commune, mais je crois qu'il y a un avenir pour l'historiographie, pour l'écriture de la commune. Mais cette nouvelle histoire que tu as écrite, de la commune de Paris, je l'inscris dans l'historiographie du 150e anniversaire de la commune. Ça en fait partie, c'est une contribution majeure, et dans un moment où il y a un moment historiographique où il y a vraiment une production importante, et commençons avec la tienne, mais aussi celle de Laure Godinot, de Quentin de Lurmos, c'est vraiment une production importante à ce moment-là, suivie en quelque sorte, si j'ose dire, par une nouvelle écriture de l'histoire qui émerge avec l'apparition en 2017 de l'histoire mondiale de la France sous la direction de Patrick Boucheron, et puis en 2022 l'histoire globale de la France coloniale sous la direction de Pascal Blanchard, et plus récemment le Vévorka avec l'histoire totale de la Seconde Guerre mondiale, et puis en septembre dernier il y a eu l'apparition d'une histoire globale des révolutions de Ludivine Montigny et Boris Kobil avec la participation de Quentin de Lurmos. Tout ça, c'est un cadre dans lequel j'inscris l'histoire totale de la nouvelle histoire, et qui est cette histoire totale est aussi, dans un sens social de la commune, c'est une histoire que tu dis totale, c'est aussi une histoire sociale à partir de laquelle on peut s'inspirer, et je peux dire que ces contributions à l'histoire, dans l'esprit de l'histoire totale, et aussi dans les nouvelles approches de l'histoire mondiale et globale, il faudrait à l'avenir l'histoire globale ou mondiale de la commune, afin de faire ressortir une dimension internationale qui n'est pas l'objet de ton livre, enfin qui est quand même important, comment l'expérience a pu influencer d'autres mouvements, quel a été l'impact des dimensions internationales de la commune. Et pour s'en tenir à la nouvelle histoire, il y a vraiment des pistes très importantes, et j'en retiens une, la micro-histoire. Cette micro-histoire qui vraiment, que tu nous fais, pas découvrir, mais enfin, que tu travailles de façon tellement intéressante et enrichissante, avec le traitement nouveau des 20 arrondissements de la commune dans cette nouvelle histoire. À partir de là, il me semble qu'à partir de ce que j'appelle des originaires, c'est-à-dire les communards provinciaux, il y aurait à explorer les associations départementales que tu évoques, et aussi de travailler les liens des natifs de province avec leur pays d'origine. Il y aurait, je crois, beaucoup de choses encore à voir et à dire. Et on parle de ce lien entre la micro-histoire des originaires, la question des ruraux et plus largement de la province, dont l'histoire de la commune se pose. C'est, me semble-t-il, une autre histoire totale à imaginer, en quelque sorte, à construire, à imaginer et à faire. La presse qui a déjà été évoquée, tu soulignes l'importance de la presse, tu viens de le refaire pour ce soir, comme vraiment une source importante et révélatrice pour faire l'histoire de la commune, pour la comprendre. Il y aurait donc une histoire à faire de la presse elle-même, c'est-à-dire de son influence, de son rôle, de ce qu'elle était, de sa popularité, sa pertinence, etc. Mais je retiens surtout une dimension, je dirais, collective de comment faire une histoire collective de la commune, c'est-à-dire il y a un collectif qui ressort comme fondamental dans ce que tu nous présentes, c'est la garde nationale.
La garde nationale, du début à la fin, c'est vraiment, et non seulement elle est présente, mais elle appelle, me semble-t-il, à faire une biographie collective qui serait tout à fait pertinente pour approfondir cette histoire. Et tu, du reste, soulignes qu'il y a les sources pour faire une biographie collective de la garde nationale dans les archives des bataillons de la garde nationale et celles des cours martiales. Donc, voilà, c'est aussi pas une lacune, loin de là, mais enfin un apport de l'histoire, de la nouvelle histoire à ce qui pourrait se faire à l'avenir. Maintenant, j'aimerais rappeler que l'historien de la Commune de Paris, Jacques Rouget, a répondu à la question « Qui sont les communards ?» Et toi, Jean-Louis, tu réponds à la question « Qui est le peuple communard ?» Et c'est un des intérêts incontournables de cet ouvrage. Et il me semble qu'une biographie collective permettrait de saisir pleinement le peuple dans sa réalité, dans sa réalité sociale, mais aussi dans ses espérances, dans ses idéaux. Donc, je n'invente rien ici, car dans ta conclusion, tu évoques, et je te cite, la nécessité de mener une vaste enquête de biographie collective pour saisir pleinement la commune sur le temps long. Alors, je pose la question suivante. Pour enrichir et approfondir l'histoire de la commune, comment conçois-tu la biographie collective, ou si tu préfères la protopographie? C'est alors, ouais, large question, mais effectivement, là aussi, je ne vais pas tout de suite répondre. Je vais peut-être essayer de répondre un peu à l'ensemble, à un moment dans la discussion. Là, Laure, c'est à toi. Alors, c'est à moi de terminer. Tous les intervenants avant ont été très volubiles. Mais de toute façon, quand on parle de la commune, je pense que voilà, ça ne se réduit pas à 5 minutes. Donc, mais je vais voir aussi un certain nombre d'éléments qui ont déjà été mentionnés. Alors moi aussi, je vais parler d'abord de l'apport de ce livre. Et je vais en parler d'une façon, enfin, je vais redire la même chose, mais peut-être différemment. Je dirais que la tentation est grande quand on est devant près de 1600 pages, de se dire, eh bien, je vais prendre ce chapitre-là, parce que ce thème-là m'intéresse. Alors, je vais aller voir, je ne sais pas moi, la question du travail, je vais aller voir la question de la justice, je vais aller voir la question de la police, ou autre. Là, tu as laissé échapper des choses. Non, mais je dis ça en fonction des gens, ce qui les intéresse, je vais aller voir la morale, je vais aller voir ceci. Et moi, j'ai un peu procédé comme ça au début, j'ai regardé ce qui m'intéressait, ou ce que je pensais qui m'intéressait le plus, en me disant, ben voilà, je vais commencer comme ça, en lisant du chapitre. Eh bien non. Je déconseille en fait de faire ça, parce que je l'ai dit ailleurs, hein, c'est là aussi que c'est une histoire totale, c'est une histoire qu'il faut lire en fait du début jusqu'à la fin. Il faut prendre le temps, mais en réalité, tous ces angles qui sont démultipliés s'imbriquent les uns aux autres, et on ne comprend au fond, je pense, cette commune que quand on a achevé l'ensemble, parce qu'on retrouve les éléments qui ont été étudiés à tel et tel moment dans d'autres. Et tout ça, c'est là aussi que moi j'y vois une polyphonie et une harmonie. Alors, je dirais aussi que, bon, on a beaucoup parlé de l'histoire totale, et moi en tant qu'historienne, j'ai pensé à Michel Gauvel, que vous connaissez, dont certains se souviennent peut-être, hein, le regretté Michel Gauvel, en 2018, parce que Michel Gauvel, c'était celui qui avait aussi mentionné cette idée d'histoire totale dans la continuation des annales, dans l'idée des annales, et c'était celui qui avait dit, eh bien, passons, étudions non seulement la cave, mais aussi le grenier. Donc la cave, les structures économiques et sociales, et puis pour aller vite, hein, et le grenier, les mentalités, et Gauvel était un très grand spécialiste de la mentalité révolutionnaire. Et donc moi, en lisant ce livre, eh bien, j'ai eu l'impression de passer, alors peut-être pas de la cave au grenier, mais du grenier à la cave, et en tout cas d'entrer dans ce que j'appellerais, je ne sais pas si, alors le moment commune, et moi je dirais la maison commune, puisqu'on parle de cave et de grenier.
la maison commune en 1871 et peut-être aussi ce qui est notre maison commune. Voilà. Tout ça pour penser à Michel Vaubel. Alors, moi aussi j'ai trouvé beaucoup de choses. J'ai été absolument passionnée par les questions de la justice, puisqu'on a déjà parlé, mais aussi la question de l'égalité. Et comment on met en place l'égalité, et aussi quelles peuvent être les nuances, hein, parce que tu montres que c'est pas si simple de mettre en place l'égalité, l'idéal d'égalité. Par exemple, sur les concerts, les grands concerts aux Tuileries, eh ben, les prix des places ne sont pas les mêmes. Donc ça, les prix des places ne sont pas les mêmes. Alors c'est des détails, hein, tu parlais des détails, mais moi ça m'interroge. Hein. Quand on veut l'égalité, eh ben, quand même on fait des places de concerts qui ne sont pas au même prix. Donc ça pose aussi des questions sur ce qu'on peut faire. Et puis ce qui m'a absolument aussi passionnée, donc c'est la question du micro, hein, des arrondissements. Et puis la question de la misère. Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de la misère, or tu en parles au moment des bases, hein, des soutiens de la commune, de ceux qui vivent dans la misère, des Parisiens et Parisiennes qui vivent dans la misère et qui vont apporter leur soutien à la commune, et puis la manière dont la commune essaie de faire face à cette urgence de la misère. Et c'est ça, alors là j'ai trouvé ça, mais parce que j'ai trouvé ça absolument important, parce que ça fait réfléchir à la commune, mais ça fait réfléchir aussi à la révolution, à ce qu'on veut mettre en place, parce que cette tension permanente, mais qui est une tension permanente entre la nécessité de faire face à l'urgence dans le temps court. Quentin parlait de densité, moi je parlerai d'urgence aussi, et c'est extrêmement impressionnant, hein. Quand on regarde les archives de la commune, c'est l'urgence, et tu le dis, hein, il faut faire ça immédiatement, il faut le faire, et comment on répond à l'urgence d'une situation, et en particulier à l'urgence de la misère, hein, mais pas que. Et comment ça rentre en tension aussi parfois à ce qu'on veut créer dans le long terme, à la révolution sociale, comme on veut, à la révolution communale, sur le long terme. Et là, je renvoie des pages sur les questions, par exemple, du Mont-Piété, ça c'est connu, mais des quêtes, la question de... Qu'est-ce qu'il y a pas compris, il y en a beaucoup d'autres, j'ai déjà oublié, mais... voilà, enfin bon, cette question, donc, comme je crois que tu cites Jean-Baptiste Clément qui dit l'heure des grandes, de la, comment il dit ça, de la rupture sociale n'est pas encore sonnée, parce que maintenant il faut faire face aussi à l'urgence. Voilà. Donc moi, cette tension entre le court terme et le long terme, et cette tension entre l'urgence et la révolution, ça me passionne, voilà. Et puis on a parlé de la micro-histoire, je pense aussi effectivement qu'il faut aller voir dans les arrondissements. Alors là, je ne vais pas m'étendre parce que moi aussi je vais être très volubile sinon. Mais en matière de prosopographie, de biographie collective, je pense aussi qu'il faut étudier les commissions municipales, tu le dis, mais il faudrait faire une biographie collective de tous ceux qui sont dans les commissions municipales. Parce qu'il y a toute la question, comme tu l'as dit d'ailleurs, de la radicalité, des arrondissements qui sont plus ou moins radicaux, etc. Alors, je vais essayer d'aller très vite, sur ce qu'on peut apporter de plus, ou en tout cas les pistes que j'ai vues moi, c'est d'abord la question de l'engagement. Parce que, en réalité, quand on regarde l'outillage mental et les valeurs des communards, les valeurs communardes, donc des communards et des communardes, ce sont des valeurs qui sont largement partagées par la grande nébuleuse des républicains radicaux. Donc, moi, je me suis demandé, de ceux qui croient à la République, et comme l'a dit Quentin, la République, c'est-à-dire la République vraie, la République démocratique et sociale. Et donc, moi, je me demande, je me suis posé la question, est-ce qu'on peut le faire, hein, d'ailleurs, mais il faudrait s'interroger sur les moteurs de l'engagement. Qu'est-ce que ça veut dire, s'engager dans la révolution? Le moteur social, donc en parlant avec Jean-Louis, on a dit la question de la mobilité sociale et de l'engagement. Moi, je dirais aussi l'héritage familial et l'engagement, l'héritage politique et l'engagement. Enfin voilà, et donc là, on repose la question de la biographie collective. Parce qu'il ne suffit pas de dire il y a ceux qui ne s'engagent pas pour la commune parce qu'ils croient en la mystique du suffrage universel, donc la commune. Non, puisque tu montres précisément que les communards aussi ont cette mystique de la représentativité du suffrage universel, en plus de la question de la démocratie directe. Voilà. Et sur la question des valeurs, je pense aussi que
il faudrait étudier la prolongation de ces valeurs. C'est-à-dire qu'il y a ces valeurs en 1871. Alors moi j'ai beaucoup travaillé sur l'après, hein, donc c'est aussi ça qui m'intéresse. Mais une fois qu'on est dans cette république modérée des années 80-90, et une fois qu'on a eu surtout l'expérience de la répression, ce qui n'est pas rien, hein, la répression, est-ce qu'on retrouve ces valeurs? Est-ce que ces valeurs sont de nouveau mises en avant? Et là, la biographie collective et la prosopographie, elle doit se faire aussi, bien sûr, d'un point de vue social, mais elle doit aussi se faire d'un point de vue culturel et intellectuel. Voilà. Alors moi, par exemple, effectivement, quand j'avais travaillé il y a longtemps, maintenant il y a 20 ans, sur le retour des communards, j'avais dit, voilà, ils avancent un certain nombre de valeurs quand ils reviennent en 1880. En lisant Jean-Louis, je me dis, ah ben voilà, c'est les mêmes valeurs qu'on retrouve. Donc ça m'a fait penser qu'il faut vraiment cette biographie collective que tout le monde appelle de ses voeux, finalement, qui va être un travail collectif, eh bien, il faut la faire aussi, encore une fois, du point de vue culturel et intellectuel, en tout cas culturel. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, à mon sens, il faut faire aussi l'histoire de l'ennemi, mais pas l'ennemi tel qu'il est vu par les communards, mais l'histoire de l'ennemi. C'est-à-dire aller voir du côté de Versailles pour comprendre le moment révolutionnaire. Parce que, à mon sens, une révolution ne se comprend qu'en étudiant aussi en profondeur ses ennemis ou ceux qui sont contre. Et donc, alors, on pourrait dire que Robert Thoms, donc historien anglo-saxon, a étudié la guerre et l'armée versaillaise, donc il a étudié l'ennemi. Mais pas seulement, il y a aussi voir au fond comment, tu le dis, à propos des valeurs communardes, elles se définissent aussi en miroir par rapport à Versailles, mais on pourrait voir comment ces deux systèmes de valeurs, en fait, on a deux systèmes, ou bien ou pas, d'ailleurs, c'est une question qui peut se poser, très probablement deux systèmes de valeurs qui se font face au-delà de ce qu'on dit habituellement, donc la criminalisation de la commune par Versailles. Mais il faudra aller plus loin, c'est-à-dire quel système de valeurs fait face au système de valeurs communard, quelle est l'idéologie de Versailles, et puis aussi quelle est sa politique. Et là aussi, pas simplement dans la guerre, mais quelle est sa politique, comment Versailles fonctionne, quel est son fonctionnement interne, et je dirais même peut-être ce qui se passe à Versailles, parce que finalement on ne sait pas très bien ce qui se passe à Versailles. Enfin là, ça commence à être étudié, mais on pourrait essayer de mettre en confrontation la société communarde et la société de l'Ancien Monde, telle qu'on la trouve à Versailles, donc avec les différenciations sociales, l'occupation de l'espace, etc. Et troisième chose, donc ça, on en a déjà parlé longuement, notamment Gilles Candard. Moi aussi, je pense, même si tu le justifies en introduction et surtout en conclusion, que tu n'étudieras pas la semaine sanglante. Mais je pense que l'histoire de la commune, c'est aussi l'histoire de la semaine sanglante, parce que c'est ce moment tragique. Alors, l'intérêt de ne pas étudier la semaine sanglante, c'est que ça met le regard sur ce qu'a fait la commune et sur ce qu'elle a été. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental, parce que c'est vrai qu'on a plutôt, pendant très longtemps, on a abordé la commune par la semaine sanglante, et puis on célèbre la commune au Bureau fédéré quand même. Mais donc ça met le regard vraiment sur ce que c'était. Maintenant, l'histoire de la semaine sanglante, ça fait aussi partie de l'histoire de la commune, et ça fait partie de la mémoire de la commune, et la mémoire de la commune, ça fait partie de l'histoire de la commune. Voilà, alors ça a été, on commence à y réfléchir, hein, puis il y a, bon, je ne reviendrai pas sur le livre de Michel Audin sur la manière dont elle a recompté les morts, comment elle a réédité aussi Camille Pelletan, hein, c'est important, la semaine de mai. Mais il y a les morts, mais il est aussi important de voir comment dans cette semaine-là, qui est un condensé absolument tragique et dramatique, enfin, comment il y a ce condensé de tout ce qu'on a vu, de tout ce que tu as vu avant, c'est-à-dire à la fois des valeurs, de l'espoir ou pas, enfin du commandement aussi, puisque tu as étudié le commandement pour la guerre, mais comment se passe le commandement pendant la semaine sanglante, comment on voit pendant la semaine sanglante aussi jouer la question de la morale communarde, les valeurs, enfin bon, l'occupation de l'espace, je résume. Et enfin, et c'est peut-être ce qui va être aussi le mot de la fin, il faudrait voir ce qui se passe après mai, parce que la semaine sanglante, il y a la semaine sanglante, mais il y a aussi tout ce qui se passe après, c'est-à-dire le quadrillage de l'espace parisien,
le quadrillage policier de l'espace parisien. Alors là, je renvoie à Clément, hein, tous ceux qu'on ramasse au hasard, comment on fait régner la terreur aussi. Ça, je pense que c'est essentiel, hein, dans l'histoire de la commune, c'est ce qui se passe. Hein, c'est plus que la chape de plomb. Alors, il y a la semaine sanglante, et puis c'est plus que la chape de plomb. Hein, c'est le fait de terroriser un certain nombre de quartiers, je l'ai dit, de quadriller l'espace. Il faudrait aussi étudier les lettres de dénonciation, parce qu'il y a énormément de lettres de dénonciation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on dit dans ces lettres? Enfin, pour autant qu'elles ne sont pas toutes un peu pareilles. Voilà. Et puis aussi la question des réseaux et des amitiés. J'ai fini. Des réseaux républicains, des amitiés républicaines, et la boucle est bouclée, c'est-à-dire pourquoi on s'est engagé, et pour ceux qui ne se sont pas engagés, comment ils vont pouvoir servir aussi, faire fonctionner leur réseau pour permettre à un certain nombre, pas à tous malheureusement, de communards et communardes d'aller en exil ou de pouvoir échapper à la répression. Donc c'est une histoire, on a été très très long, mais c'est une histoire extrêmement riche, également une histoire à venir qui est extrêmement riche. Voilà. Merci. Merci beaucoup.